je tenais à remercier tous les intervenants, en particulier extérieurs, qui sont venus à cette université d'été. C'est une thématique que l'on a voulu porter cette année parce que c'est une vraie question et qui a plusieurs facettes. Et vous avez pu le constater dans les différentes présentations. On a vraiment des angles de vue différents en fonction de la manière dont on aborde le sujet. On a voulu terminer par une focale sur les universités françaises et pas l'université française, et essayer d'avoir comment les équipes de direction des présidents d'université appréhendent la question de l'international. Il faut bien voir que c'est une question qui n'est pas évidente en tant que telle parmi les priorités d'un établissement. On en fait tous d'une manière ou d'une autre, mais avoir une politique à l'international, avoir une stratégie à l'international, avoir des priorités qui sont affichées, des moyens qui sont ciblés, c'est différent que d'avoir des actions qui sont menées sur des processus plus individuels que l'institutionnalisation de ces relations entre un établissement et d'autres établissements, ou, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre d'une politique d'État ou pas. Donc tous ces volets sont à voir, et on a essayé de terminer par donc deux présentations, celle de Patrick Lévy de Grenoble, qui est une université intensive, c'est le U9, le UBOT, et une deuxième université qui, elle, est carrément européenne depuis quelque temps et qui va nous donner sa vision sur le sujet. Globalement, nous, en fait, je vais le remettre dans le contexte, alors on est dans la différenciation pour le coup, de ce qu'on avait mis et de comment on a essayé de l'appliquer finalement, notre politique internationale, et comment l'équipe politique s'est emparée de ça, sous l'angle de ce qu'on avait mis dans notre dossier d'initiative d'excellence et qu'on a essayé de faire. Donc l'idée, c'était que, bon, il y a plein de caractéristiques qui font qu'une université peut être une université de recherche intensive, mais une des caractéristiques, c'est la dernière, c'est-à-dire le fait que la reconnaissance internationale et la visibilité sont assez cruciales. Alors, c'est vrai on a vu tout à l'heure, hein, ça s'applique finalement à toute structure universitaire, mais évidemment, il est sûr que c'est un des éléments, en tout cas, importants. Alors, il y a deux façons, finalement, d'envisager la question de l'internationalisation, mais on l'a déjà, vous avez dû le voir pendant ces 2 jours, et on l'a encore vu ce matin. On peut dire, finalement, il faut avoir beaucoup d'étudiants internationaux. Et je reviens sur ce que disait Anne tout à l'heure en disant, en fait, c'est très bien, mais ce n'est pas un critère, parce que ça dépend tout à fait de ce pourquoi on le fait, en quoi c'est important pour les pays qui envoient ces étudiants, bon, ça c'est une chose, et puis en quoi aussi c'est important pour le territoire qui accueille ces étudiants et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et évidemment, la qualité est une question importante. Et puis on peut avoir une vision un petit peu plus intégrative, ce qu'on a essayé de faire, en disant, finalement, on peut essayer d'embarquer dans chaque couche de l'université cette dimension internationale, y compris sur le plan opérationnel. Et c'est ce qui a aussi été mentionné ce matin, et c'est loin d'être simple d'une certaine façon, parce que ça nécessite un engagement de chacun et une compréhension. Alors, du coup, ça veut dire que d'une certaine façon, il y a les aspects de multiculturalité qui sont évoqués là, qui sont très importants. Et on verra d'ailleurs que finalement, la question, par exemple, du français langue étrangère est une question qui est très importante et qui nécessite probablement des efforts plus importants de notre part, notamment parce que quand des étudiants viennent en France, ils viennent aussi pour apprendre le français et avoir un contact fort avec la culture française, et c'est tant mieux. La deuxième chose, c'est que on a, et ça c'est pas du tout du top-down, c'est le contraire du bottom-up, dans tous nos établissements, beaucoup de gens évidemment qui ont des contacts en formation ou en recherche et qui, d'une certaine façon, pensent, et c'est juste, que d'avoir des contacts à l'international, par exemple en recherche, ça donne plus d'impact à leur activité. Et puis, dernière chose, c'est vrai que, alors c'est probablement variable, mais quand même, globalement, on a un objectif d'attirer des étudiants et des staffs, et en particulier, évidemment, des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui ont une visibilité internationale et qui viennent de l'international. Donc, globalement, ce qu'on a essayé de faire, puis après je donnais des exemples, c'était de dire, on va apporter un soutien à toute cette internationalisation,
Et pour faire ça, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, bah, finalement, on a, je sais pas, quelques centaines de MOU, très bien, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'identifier quelques partenaires, et après on reviendra sur les critères, avec lesquels on va établir des relations toutes particulières en recherche, en formation et aussi en termes d'innovation. Voilà. Alors, globalement, si on s'interroge sur ce que c'est qu'un partenariat stratégique, ce qu'on a essayé de faire, on s'est dit, ben, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, c'est une convergence de stratégies, mais enfin, quand vous regardez les stratégies universitaires, elles sont quand même parfois pas très faciles à différencier, hein. Il y a beaucoup de choses assez communes. Elles ont des forces complémentaires, et ça, c'est plus intéressant, c'est-à-dire que finalement, si on peut avoir une complémentarité avec les sites avec lesquels on partage, ben, c'est bien. Le point peut-être clé, c'est de dire que pour faire ce partenariat, il faut mettre, et je reviendrai après sur comment on va le faire, des moyens financiers et des moyens humains, et que ça, par contre, ça peut être quelque chose qui est top-down, c'est-à-dire ça peut être quelque chose ça doit être quelque chose, je vais y revenir, qui est dans la stratégie de l'institution, de la stratégie d'établissement. Et enfin, dernière chose, c'est assez multidimensionnel, c'est-à-dire qu'en fait, les partenariats stratégiques qu'on a réussis, c'est ceux avec lesquels, à un moment donné, il devient absolument évident qu'il faut qu'il y ait un échange, par exemple, entre les personnels administratifs. Et ça, on voit qu'à ce moment-là, il y a une forme d'intégration. Je vais juste passer au passage sur le fait que ça serait pas mal qu'on s'appuie de temps en temps sur l'unité mixte internationale qu'on a avec le CNRS, mais je le dis juste pour... bon, je sais que le CNRS en est convaincu, mais ça reste quand même à faire complètement. Et je vais donner deux exemples pour montrer que ça s'inscrit en fait dans la durée. Ça, c'est une coopération qu'on a montée il y a déjà pas mal d'années, en 2013, avec l'université de Swansea, qui est une petite université du Pays de Galles, mais qui était très forte pour aller chercher des financements européens. Et aujourd'hui, par exemple, sur le champ de la recherche, on a à peu près 40 thèses qui sont en co-tutelle ou en twin, ce qu'on appelle twin PhD, bon, peu importe. Et donc, on a couvert finalement de façon disséminante l'ensemble des champs. L'autre exemple, c'est Tsukuba. Là, c'est pour montrer qu'en fait, ça s'inscrit quand même dans la durée, en général, ces partenariats-là. Ça ne s'invente pas, et il faut du temps. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Et je vais donner un dernier exemple pour dire qu'on dit toujours que top-down, ça ne marche pas. Et en fait, quand vous allez dans des universités comme, par exemple, là, en ce moment, on mène des discussions avec Oxford et Caltech, et c'est assez intéressant de constater que finalement, ils ne décident rien au niveau de la gouvernance. Pratiquement rien, si ce n'est de soutenir. Mais en fait, il n'y a pas de possibilité d'établir des partenariats avec ces universités sur un mode top-down. Ça veut dire que si vous n'avez pas identifié les chercheurs, les enseignants-chercheurs qui veulent nourrir ces partenariats-là avant, il ne se passera strictement rien. D'ailleurs, les discussions n'auront même pas lieu. Donc, du coup, les relations personnelles sont fondamentales. Par contre, évidemment, les financements qu'on va pouvoir mettre, la stratégie qu'on va pouvoir mettre autour de ces relations scientifiques préexistantes sont importantes. Donc, globalement, le MOU n'est pas suffisant, et donc c'est l'accord sur les projets de leur financement qui est important. Donc du coup, quel est le rôle du président et des vice-présidents? À mon avis, enfin, c'est des choses peut-être à la fois qu'on a fait à Grenoble collectivement, hein, donc ce n'est pas ma pensée, mais globalement, c'est quand même des choses sur lesquelles, en tant que président, j'ai eu finalement à temps en temps me poser des questions. La première chose, peut-être, c'est d'éviter de penser les relations internationales exclusivement comme une dimension du métier RI. Dans nos établissements, il y a des gens dont c'est le job, et c'est très bien, de faire des accords pour accueillir des étudiants, pour en envoyer, qui vont dans les salons, etc. C'est fondamental, parce que leur métier, évidemment, est très important, mais globalement, l'internalisation d'un établissement, c'est une stratégie globale qui implique la formation, enfin la stratégie de formation, la stratégie de recherche, notamment. Donc ça veut dire que, et ça, ce clivage-là, il faut vraiment essayer de le surmonter. Donc d'une certaine façon, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on a essayé de faire, je ne dis pas qu'on y est forcément arrivé, c'est de penser global, c'est-à-dire de porter une stratégie internationale. Et une des choses qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas avoir 100 partenariats stratégiques. Ce n'est pas possible. On peut signer des tas de MOU, mais ça, ce n'est pas possible. Donc du coup, les multiples relations, elles sont fondamentales. Elles existent, elles sont sur une base individuelle, il y en a des milliers, mais elles vont probablement nécessiter moins de soutien politique que justement la stratégie globale que porte l'établissement en matière d'internationalisation. La dernière chose, et qui est assez intéressante, parce que ça revient à la question qu'évoquait tout à l'heure Gilles sur le rôle de l'État, etc. Moi, je pense que c'est impossible de coller un agenda stratégique de l'État, et on comprend très bien pourquoi. Hein. Je veux dire, quand Macron veut favoriser ses relations avec la Tunisie, c'est super, mais ça ne veut pas dire que forcément ça va coïncider avec la stratégie de nos établissements. Ça n'est qu'un exemple.
Et par contre, les circonstances géopolitiques peuvent changer la donne. Et on le voit très bien à travers les questions du climato-scepticisme de Donald Trump ou du Brexit, ou même de la situation au Brésil. Parce que, par exemple, pour avoir été il y a quelque temps à la FAO-BAI, je suis allé 2 fois d'ailleurs, c'est vrai que nos collègues brésiliens, ils ont besoin de soutien quand même, on comprend pourquoi. Voilà. Et donc, du coup, ce sont aussi des opportunités. Donc, qu'est-ce que doivent faire l'équipe politique et le président? Donc, ils doivent construire et favoriser cette vision globale. Ils doivent porter cette politique auprès de l'ensemble de l'université. Et ça n'est pas simple, parce que chaque fois qu'on va vouloir porter ces projets, il y aura des gens qui vont être très favorables. C'est ceux que Anne, tout à l'heure, voulait soutenir et porter en avant. Puis il y a des gens qui vont être très résistants, parce que de toute façon, ça va compliquer un petit peu leur vie quotidienne. Il va falloir passer du temps à conforter les relations stratégiques. Donc c'est vrai que le rôle du président, c'est de voir les recteurs, les présidents, les vice-chancellors, les provos d'un certain nombre d'établissements. Il ne faut pas les voir tous, mais voir ceux avec lesquels on veut évidemment aller plus loin. Il va falloir identifier les moyens disponibles pour soutenir ces stratégies et les alliances concernées. Et il va aussi falloir être présent à l'étranger dans des manifestations internationales importantes. Je sais que vous avez accueilli hier mon collègue du bureau de l'UA, Joseph. Je veux dire, je pense, enfin, je me permets d'adresser à nouveau ce message, je pense qu'il faut que les présidents français soient présents à l'EUA. Et je ne parle pas du bureau de l'EUA, ça on y sera, il n'y a pas de souci. Mais je parle des manifestations organisées par l'EUA. Il y a chaque année une manifestation sur teaching and learning and teaching. Il faut qu'on y soit. Il y a quand même peu de gens qui vont à cette... Voilà. Je dis ça, c'est une petite page de publicité. Voilà. Et puis, je vais finir par deux éléments. Une fois qu'on a défini cette stratégie, qu'on essaie de la mettre en œuvre, une des choses très importantes, c'est évidemment d'identifier les marqueurs d'une politique internationale, et ça a été largement discuté ce matin d'ailleurs, et les marqueurs de réussite. Donc évidemment, le nombre d'étudiants internationaux entrants ou sortants, c'est évident. Je pense quand même que le pourcentage d'étudiants internationaux, alors ça a été longuement discuté ce matin, est une question importante. Alors, ce n'est pas une question qu'on peut adresser de façon binaire, c'est-à-dire c'est pas bien ou pas bien d'augmenter le nombre, mais nous, par exemple, on a quand même l'impression que, si je prends l'exemple de Grenoble, le fait d'avoir à peu près 50%, et c'est un nombre qu'on a du mal à maintenir d'ailleurs, d'étudiants en doctorat qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'international, c'est une force. Et c'est pour ça qu'on s'est d'ailleurs opposé, en tout cas à une application un petit peu binaire des frais d'inscription sur les étudiants internationaux, ça nous paraissait potentiellement une perte d'attractivité extrêmement importante, même si, bon, on peut discuter de cette question-là. L'autre chose, c'est qu'on peut et on doit identifier des moyens de soutenir l'attractivité et l'entrée d'étudiants internationaux. Et il peut y avoir, et vous le savez, des bourses, bon, on distribue tous des bourses de master, de doctorat ou des post-docs. Je veux juste dire que, par exemple, dans le cadre de ce qu'on a appelé l'International Strategic Partnership, de l'initiative d'excellence, on a distribué plus de 132 bourses de master par an, qui évidemment est quand même un élément assez attractif. Sur les parcours internationaux, je ne vais pas insister trop, mais il y aurait beaucoup à dire. Je crois qu'il doit y avoir à Grenoble 80 parcours internationaux. Je ne pense pas que ce soit des parcours internationaux, je pense que ce sont des parcours en anglais, ce qui est tout à fait différent, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Enfin, dernière chose, mais qui était évidente, c'est que accueillir des étudiants internationaux, ça prend du temps et des moyens, et qu'on sait qu'en France, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, les procédures administratives restent compliquées. Donc ça, il faut absolument qu'on ait des structures les plus adaptées possibles. Et c'est le rôle de l'équipe politique de favoriser ça, et de le soutenir et de le développer. Et puis je crois que c'est ma dernière diapositive. Une des choses sur lesquelles aussi on va juger une politique, enfin l'internalisation de l'université, c'est évidemment les collaborations internationales en formation et en recherche, notamment avec nos partenaires stratégiques. Et puis la dernière chose sur laquelle je vais insister, c'est le recrutement des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Il y a quand même un enjeu très particulier pour l'Europe. On voit très bien que si on veut être performant sur H2020, Horizon Europe, ERC, etc., on peut et on doit axer nos recrutements internationaux sur quelque chose qui est conjoint avec ces programmes de recherche. Ça ne peut pas être dissocié. Et chaque fois, par exemple, on l'a fait dans le cadre de ce qu'on a appelé des chaires d'initiative d'excellence de l'Université Grenoble, qu'on a recruté de jeunes chercheurs qu'on paye pendant 3 ans et pour lequel il y a un engagement finalement de trouver ensuite une solution, eh bien, ça a été plusieurs ERC successifs. Et donc, je pense qu'il faut absolument que, aussi dans notre démarche pour aller chercher des financements, notamment européens, cette dimension-là soit prise en compte. Voilà, c'est essentiellement ce que je souhaitais vous dire.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous parler de la politique d'internationalisation de l'Université de La Rochelle et vous verrez que même si l'établissement est beaucoup plus petit, il a une histoire très différente, finalement il y a beaucoup de points communs dans la politique qu'on essaie de développer avec celle que Patrick vient de présenter. Ma présentation sera différente en fait, elle va s'articuler en fait sur tout d'abord une présentation de la politique de l'université, dans un premier temps, sa trajectoire, et ensuite j'essaierai de vous montrer, je m'excuse, les diapos sont partiellement en anglais aussi, hein. Et ensuite, j'essaierai de vous montrer en quoi l'internationalisation de l'université colle au projet de l'université. Voilà. Donc comment on fait pour mettre en place l'internationalisation de l'université en appui sur les valeurs qu'on essaie de développer. Et pour terminer, je parlerai, parce que ça me semble assez emblématique, de l'université européenne dont on vient d'être lauréat, qui est vraiment emblématique de la stratégie d'internationalisation qu'on développe à La Rochelle. Alors, juste quelques éléments pour ceux qui ne le savent pas. Donc, La Rochelle, c'est une jeune université, l'une des dernières universités créées, à part Nîmes, hein, qui a été créée beaucoup plus tardivement que moi, mais c'est en même temps que Gilles, en même temps que Jean. C'est la vague des années 2000, hein, avec des objectifs d'aménagement du territoire. Et dans l'histoire de l'université, il y a quelques faits un peu majeurs. Tout d'abord, l'obtention de la labellisation CNRS d'unité. Quand on est sur un territoire délocalisé, ce n'était pas très facile. Et on a pu, au travers d'une politique scientifique un peu forte, pouvoir obtenir des labellisations CNRS de plusieurs unités, ce qui nous a consolidés dans le cadre de la politique nationale. Ensuite, dans la trajectoire de l'université, passage à l'autonomie dans la première vague des universités, qui nous permet déjà d'engager des choix assez forts. Une thématique qui commence à s'annoncer en termes de spécialisation dès les années 2010 avec mon prédécesseur Gérard Blanchard sur les questions environnementales. Et puis j'arrive en 2016 avec un nouveau projet dont je vais vous parler maintenant. Alors, quelques éléments clés sur l'université. Donc, c'est une petite université, hein, vous voyez, 9000 étudiants, 71 diplômes nationaux, 90 millions d'euros de budget. On n'a rien à voir avec les grandes universités telles que celle de Patrick. Toutefois, bon, il y a un certain nombre de valeurs qu'on essaie de défendre et de trouver notre place, malgré tout, dans ce paysage national qui est en pleine mouvance. Comment sommes-nous organisés aujourd'hui? Parce que vous allez voir que ça va bouger à partir de septembre 2020, fortement. Aujourd'hui, on est organisé, donc vous avez ici sur cette diapo les différentes composantes, fac de droit, fac de sciences, fac de lettres, globalement, et un IUT avec la distribution des étudiants. Alors FST, voilà, c'est clair. Et puis sur la partie gauche, vous avez la manière dont ça se distribue sur les niveaux, depuis les undergraduates, les graduates et les doctorants. Alors, le projet d'établissement, et c'est de ça dont je souhaite vous parler, parce que vous allez voir comment on essaie de faire coller l'internationalisation à ce projet d'établissement, c'est de changer le paradigme de formation des jeunes et aussi de la manière dont on fait la recherche à La Rochelle. Le projet sur lequel j'ai été élu embarquait en fait 4 grands volets qui sont ici présentés. Le premier, c'était de se dire que c'était concernant la formation, et le changement concernant l'offre de formation. C'était de se dire que d'une part, on fait face à une massification d'accès à l'enseignement supérieur, une large diversification des publics, chaque étudiant ayant un profil particulier. Et puis par ailleurs, en aval, dans le monde socio-économique, on sait que les jeunes vont être confrontés à un monde extrêmement variable, avec des changements de métiers, dont on ne connaît pas encore la teneur aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y a à peu près 70% des métiers à 10 ans qui ne sont pas encore identifiés. Et donc toute la question, c'est de voir comment on forme un jeune pour le préparer à cet environnement extrêmement changeant. Et pour ma part, je pensais que l'organisation universitaire telle qu'elle était à La Rochelle, en tout cas jusqu'à présent, organisée sur des silos verticaux disciplinaires, tels que vous les connaissez tous, hein, sans doute dans vos universités, fac de sciences, fac de droit, fac de lettres, où on proposait des diplômes très tubulaires à nos étudiants, ne permet pas de réunir les conditions de la plasticité intellectuelle dont les étudiants auront besoin pour s'adapter à ce monde changeant. Donc on a cassé l'offre de formation extrêmement tubulaire et disciplinaire au profit d'une offre de formation qui, peut-être que les collègues d'Ottawa qui sont dans la salle, on vous retrouver un peu leurs petits, s'organise autour de majeurs et de mineurs, avec la possibilité pour des étudiants de combiner des majeurs qui vont définir la principale discipline de l'étudiant et des mineurs qui peuvent être d'une toute autre nature. Donc ces majeurs et ces mineurs sont soit des mineurs qui sont disciplinaires, hein, donc une majeure de droit avec une mineure du numérique par exemple, mais ce sont aussi des mineurs qui sont en connexion avec le monde socio-économique. Nous avons des mineurs entrepreneuriat, nous avons des mineurs métiers, discutés avec les branches professionnelles et dont l'ambition était de travailler sur la lutte contre le décrochage et la réussite en licence. Vous savez tous qu'un des grands problèmes qu'on rencontre tous collectivement, c'est le taux d'échec qu'on a en licence, qui est lié au manque de sens que les jeunes trouvent dans la manière dont on les éduque. Et donc, le développement de mineurs dites métiers qu'on discute avec les branches professionnelles a pour objectif précisément
de travailler avec les branches professionnelles et de donner une vision appliquée sur les métiers dans un secteur donné. Je vais être très concret. Alors à La Rochelle, on a un port de commerce qui a des gros problèmes d'attractivité vis-à-vis des jeunes et qui nous a dit, nous, on aimerait travailler avec vous sur ces mineurs métiers. Et donc à Gênes, donc dans un port de commerce, je l'ai visité la semaine dernière, il y a une diversité d'activités incroyable. Vous avez des juristes, des gens du génie civil, des informaticiens, vous avez tous les métiers. Et donc on a développé une mineure métier qui permet par exemple à un juriste qui prend une majeure, enfin un étudiant qui prend une majeure de droit et qui va apprendre cette mineure métier du port, de voir quels sont les métiers liés à l'activité portuaire dans le domaine du droit. Et donc de trouver une manière de trouver du sens à leurs apprentissages, et on espère que par ce biais, on contribuera à lutter contre le décrochage qu'on observe beaucoup. Par ailleurs, on a aussi dans les mineurs des mineurs dites d'excellence, c'est-à-dire des étudiants qui en veulent plus et qui vont par défaut en classe prépa ou dans les filières sélectives, avec la possibilité pour eux de pouvoir avoir des cours complémentaires du style droit de l'entreprise, gestion de projet, des choses comme ça, qui sont de nature transversale, ou la possibilité de faire 2 licences en même temps, qui est aussi une des possibilités pour avoir une intensité intellectuelle un peu plus forte. Donc voilà, ça c'est une grosse réforme dans la mesure où, quand on veut faire ça, quand on veut combiner des disciplines, quand on veut travailler avec les branches professionnelles, l'organisation historique de l'université facultaire basée sur des disciplines n'est pas adaptée. Et donc on a dissous les facultés disciplinaires au profil d'un collégium licence qui est transversal et qui permet la construction de ces parcours à la carte, combinant les différentes disciplines en fonction du projet de l'étudiant. J'ai oublié de préciser, pour terminer sur ce sujet, que pour faire face à la question de la diversification des publics, on sait aussi que dans nos publics qui arrivent en licence première année, nous avons une très grande diversité, des bacs pro, des bacs techno, des bacs généralistes, des gens qui reviennent en formation continue, etc., etc. Chacune de ces personnes a un profil avec un background scientifique, mais aussi une méthodologie d'apprentissage. On sait que les bacs pro, les bacs techno sont plutôt basés sur la pratique et théorisent ensuite, suivant le modèle plutôt anglo-saxon. Nous, les Français, avec les bacs généralistes, on théorise et ensuite on met en application. Et donc, un des paradigmes qu'on change aussi dans l'offre de formation, c'est aussi d'essayer de s'adapter à ces typologies de profils pour que la pédagogie que l'on propose à ces étudiants s'adapte à leur profil. Donc voilà, ça c'est avec des méthodes de pédagogie active, etc. Je n'ai pas le temps de développer tout ça. Deuxième axe majeur concerne la recherche. On a bien conscience à La Rochelle qu'avec nos effectifs, on n'a pas de quoi rivaliser face aux grosses machines de guerre nationales et internationales. Et donc on s'est dit, notre écosystème scientifique est ce qu'il est, il a ses valeurs. On a des juristes en faible nombre, on a des gestionnaires en faible nombre, on a des informaticiens en nombre moyen, on a des biotechnologues en nombre moyen. Comment peut-on créer un projet d'établissement stratégique qui permette à tous de s'y retrouver et pour autant d'avoir une université qui soit compétitive? Et donc l'idée, c'était de partir de... Nous avons 9 unités de recherche aujourd'hui, avec des tailles sous critique parfois, chacun sur sa propre stratégie. Nous avions une recherche plutôt dispersée. Et l'idée de la spécialisation de la recherche, c'est de dire qu'on a choisi un défi sociétal majeur qui est celui qui nous caractérise bien, le développement durable en zone littorale, à La Rochelle, voilà, développement durable en zone littorale, pour lequel, en fait, nous avions des UMR, et notamment les forces principales de nos chercheurs étaient là, dans le domaine de la transition énergétique, dans le domaine de la transition écologique, etc. Et donc, l'idée du projet, c'est de dire qu'on passe de cette recherche un peu à plat, avec nos différentes unités de recherche, sur une recherche reconcentrée, en mettant tout le potentiel intellectuel, toutes les disciplines au service de ce défi sociétal qui est le développement durable en zone littorale, qu'on a appelé littoral urbain durable intelligent. Voilà. Ensuite, changement de gouvernance également, c'est des choses qu'on pourra discuter sur les problématiques de démocratie universitaire qu'on abordait tout à l'heure avec Sylvie. Et puis évidemment, un sujet majeur, c'est le développement de la fierté, le sentiment d'appartenance qui est très très défaillant dans une université, avec une intensification des travaux avec les milieux associatifs étudiants, avec les alumni, des choses qu'on ne sait pas très bien faire dans nos universités. 2 autres projets un peu transversaux qui sont liés aux relations avec le monde socio-économique. Un projet qui s'appelle Campus Innov et qui vient se matcher avec la démarche. Campus Innov comporte 2 volets. Comme son nom l'indique, ça porte sur l'innovation. Et l'ambition de Campus Innov, c'est 2 volets. Le premier, c'est de travailler la mise en situation des étudiants au plus tôt dans leur offre de formation pour qu'ils soient professionnalisés au travers de projets qui viennent du monde socio-économique. Donc dès la licence, des étudiants... On a une bourse à projets ouverte au monde socio-économique. Le monde socio-économique nous soumet des projets et nos étudiants se mettent en mode interdisciplinaire pour résoudre ces projets, exactement comme ils le seront dans l'entreprise demain. Et ils bossent ensemble sur ces projets en mode interdisciplinaire. Pour atteindre cet objectif, en fait, quand on regarde l'organisation physique de nos universités, on est organisé en amphithéâtre, salle de TD, salle de TP. Vous connaissez tous l'organisation physique des universités. Et on manque d'espace
d'innovation, de création, l'équivalent de ce qu'on peut trouver dans de nombreuses startups dans le monde, avec des espaces modulaires, des espaces où l'innovation et la création peuvent être facilitées. Donc on a un gros projet de réurbanisation de tous les espaces qui peuvent l'être pour créer des espaces dits start-up au sein de l'université, pour développer l'entrepreneuriat et travailler avec le monde socio-économique. L'autre volet de ce Campus Innov, c'est sur la couche recherche. On a une université qui a beaucoup de contrats. Étant donné les moyens que nous donne l'État, on essaie de travailler beaucoup sur la contractualisation avec le privé. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de contrats avec le privé, avec des PME, mais aussi des grands groupes. Et donc là, l'idée, c'est d'institutionnaliser ça avec la mise en place de plateformes technologiques au sein de l'université qui sont partagées avec des entreprises pour co-innover avec les entreprises qui sont intéressées par les compétences de nos labos. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, Smart Campus en bas à gauche, Smart Campus en haut à gauche, pardon. L'ambition de Smart Campus, c'est de globaliser tout ça, c'est de dire qu'en tant qu'opérateur public, faisant face à des grandes transitions sociétales qu'on connaît tous, là, transition énergétique, transformation numérique, etc., l'université se doit d'être exemplaire en matière d'impact carbone, mais également en matière de connectivité. Et l'objectif de Smart Campus, c'est d'essayer de créer l'université du futur en travaillant justement sur ces leviers et de faire travailler nos étudiants dans les apprentissages professionnalisants que j'évoquais sur la transformation du campus pour préparer le campus de demain. Donc, par exemple, des étudiants en génie civil travaillent sur le bilan thermique de nos bâtiments pour faire des préconisations à nos services techniques et donc contribuer à l'évolution du campus. Voilà, ça c'est la philosophie générale. Donc maintenant, alors là, c'est donc tout ça pour dire que pour atteindre cet objectif, ces objectifs à la fois d'interdisciplinarité, de parcours à la carte et de réunion de tout le potentiel intellectuel autour de ce grand défi sociétal que le littoral urbain durable intelligent, il a fallu restructurer l'université. Donc on est en phase de dissolution des facultés disciplinaires historiques au profit de la création d'objets transversaux qui vont permettre précisément d'atteindre cet objectif. Alors comment ça se passe maintenant sur le plan international? Eh bien en fait, je vais rapidement faire une petite histoire, ça rejoint ce que disait Patrick. De nombreux accords internationaux de mobilité qui peuvent être liés à des échanges entre collègues, qui permettent à des étudiants de se déplacer, d'aller suivre des cours à l'étranger. Ce qu'on peut tirer comme bilan quand même globalement, c'est qu'effectivement, très grand nombre de partenariats, mais peu de stratégiques. À part, pour des raisons historiques à l'université, une orientation qui était liée à l'Asie-Pacifique et aux Amériques avec, au départ, quand l'université a été créée, Michel Crépeau, député, vous savez, qui est décédé à l'Assemblée nationale, d'une crise cardiaque, oh là, j'ai une animation, qui avait souhaité une orientation Asie-Pacifique. Donc on a à La Rochelle un institut Roy-Sejong, il n'y en a que 2 en France, sur la Corée, un institut Confucius avec la Chine, etc. Et donc on a cette orientation. Mais globalement, quand même, beaucoup d'échanges, mais peu de stratégiques. Et toute la question, c'est de voir comment on fait matcher ce que je vous racontais juste avant en termes de spécialisation et de parcours à la carte avec la stratégie internationale. Donc la question, c'est de voir comment on peut être cohérent à l'international par rapport à la stratégie qu'on développe et de faire en sorte qu'on développe justement le Smart and Sustainable Urban Council Areas, c'est-à-dire la question de la stratégie du développement durable dans notre politique internationale en étant assez sélectif avec des Gold Partners qui seraient des partenaires qui partageraient les mêmes valeurs que nous, qui auraient des propriétés un peu identiques aux nôtres. Évidemment, dynamiser les nouveaux partenariats qui réunissent un certain nombre de conditions et qui partagent les valeurs que je viens de vous raconter, la personnalisation de l'éducation, les relations avec le monde socio-économique, etc., etc. Bien sûr, comme le disait Patrick, je ne vais pas répéter parce que c'est les mêmes choses, améliorer les conditions d'accueil. Pour nous, c'était aussi important d'intensifier les collaborations nord-nord, parce qu'historiquement, on voit aussi que c'est parfois plus facile de développer des collaborations nord-sud que des collaborations nord-nord. Et pour une petite université comme La Rochelle, c'est important de travailler sur des collaborations nord-nord, parce que c'est une forme de reconnaissance en matière d'excellence. Et voilà. Et puis évidemment, travailler sur l'internalisation de nos modules, puisqu'on a 90 modules aujourd'hui en anglais, ce qui est insuffisant, notamment pour accueillir des étudiants européens. Et on sait à quel point c'est important. Donc on a défini une stratégie internationale qui s'appuie sur 2 axes. Donc vous avez la partie à gauche qui vous présente un peu, c'est le premier axe, qui est être reconnu parmi les 10 meilleurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche positionnés sur la thématique du littoral urbain durable intelligent au niveau international. Et donc de décliner, vous voyez sur la partie droite de cette diapo, tous les éléments qu'il nous faut mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc on parle d'attractivité de talents internationaux, les recrutements de collègues internationaux qu'évoquait Patrick, etc., etc. Donc on retrouve des choses que Patrick a évoquées. Et puis, deuxième axe, c'est aussi simple, c'est ce que disait Patrick, c'est fluidifier les procédures, faire en sorte que la mobilité internationale soit intensifiée et rendue au plus simple pour toutes les catégories de personnel. Si on fait un diagnostic, aujourd'hui, pour La Rochelle, on s'apercevait que la mobilité étudiante était très hétérogène, elle était particulièrement forte sur les filières LEA,
et relativement faible sur les filières scientifiques. Et donc l'idée, c'était de regarder comment créer les conditions de facilitation de cette mobilité pour les étudiants, pour les personnels enseignants et enseignants-chercheurs, et aussi pour les personnels BIATS, parce qu'on sait à quel point le fait qu'on puisse faire bouger notre écosystème en France sera conditionné par la mobilité des BIATS qui eux-mêmes vont s'imprégner d'autres cultures et de voir comment ça travaille à l'étranger. Donc on a une politique internationale qui est repensée, avec une commission des relations internationales qui est pilotée par le vice-président des relations internationales et qui travaille conjointement avec la formation et la recherche, évidemment parce qu'on est en articulation parfaite, enfin on essaie évidemment, et un certain nombre de prérogatives qui sont données à cette commission des relations internationales. Et puis, on en a profité dans la restructuration de l'université pour recentraliser toute la politique internationale qui était dispersée. Comme je vous le disais, on a un institut Confucius, un institut Roi Sejong, on avait différentes entités qui géraient de manière un peu indépendante l'international. Et donc là, on recentralise tout pour créer une maison de l'international qui sera vraiment emblématique de ce que nous faisons à l'international. Ça s'appuie d'un point de vue gouvernance, sur le vice-président recherche et des référents internationaux dans les différentes composantes et dans les différents départements pédagogiques qui nous aident et qui sont les gens de terrain et qui contribuent à la mise en œuvre opérationnelle de notre projet. Tout comme le disait Patrick, il faut des tableaux de bord pour analyser les politiques internationales, et donc on a les mêmes que ceux de Patrick, la mobilité, le pourcentage d'étudiants étrangers, etc., etc. Des paramètres sur lesquels on essaie de jouer pour optimiser l'attractivité de notre établissement. Je veux dire, sur l'attractivité de notre établissement par rapport à ce qu'évoquait Ottawa, compte tenu du modèle économique actuel des universités, moi je ne cherche pas plus d'étudiants, je cherche de meilleurs étudiants. Je ne cherche pas à augmenter en taille, mais par contre je cherche à améliorer la qualité des étudiants qui m'arrivent. Voilà. Enfin, juste, je vais terminer pour dire que, voilà, Mohamed le disait tout à l'heure, on a eu la chance d'être lauréat d'une des 17 universités européennes qui s'appelle, comme vous le voyez, Smart Urban Coastal Sustainability, qui s'appelle EU Connexus, c'est son petit nom, et qui est vraiment une déclinaison de tout ce que je viens de vous raconter. Si vous regardez géographiquement où sont situées ces universités, elles sont toutes en zone littorale, elles partagent toutes les mêmes valeurs que les nôtres, en termes de politique scientifique, d'adaptation pédagogique, de relations avec le monde socio-économique. Toutes ont un environnement socio-économique qui ressemble à celle de La Rochelle. J'ai évoqué tout à l'heure l'activité portuaire, mais j'aurais pu parler du tourisme durable, j'aurais pu parler de nombreux autres sujets. Et en fait, dès qu'on est en zone littorale, il y a des propriétés communes. Et donc on peut développer des synergies, et aussi développer des synergies entre les territoires et entre les acteurs du monde socio-économique. Par exemple, le port de commerce de La Rochelle, on est en train de le mettre en réseau avec le port de commerce de ces universités européennes. Ils avaient eux-mêmes leur propre réseau. Et donc, comment on essaie d'embarquer avec nous, et quand on signe un accord, désormais, on veille à la cohérence globale de ces projets, et on essaie de le faire avec les territoires et avec les acteurs du monde socio-économique. Je suis allé à Osaka l'année dernière pour signer avec Osaka Prefecture University un accord. J'ai embarqué avec moi les acteurs de la communauté d'agglomération de La Rochelle et on avait en face la municipalité d'Osaka pour que les territoires bossent avec l'université et qu'on puisse développer des synergies globales. Voilà, donc le EU Connexus, c'est à peu près tout ce que je vous ai raconté pour La Rochelle, mais transposé au plan international. La Rochelle a la chance d'être leader de ce projet, donc on a pu donner beaucoup de nos valeurs à ce consortium. Et les collègues des universités, j'ai oublié de préciser, vous avez vu, il y a Lituanie, Grèce, Roumanie, Croatie, France et Espagne. Voilà, donc avec des universités qui sont toutes en littoral. Et donc on a pu essayer d'insuffler les valeurs qu'on développe à La Rochelle. Et en gros, EU Connexus, c'est ce que je viens de vous raconter. Vous voyez, donc le matching qu'on essaie de rendre le plus parfait possible. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près terminé. Le EU Connexus se décline en Work Package avec une distribution des Work Packages qui correspondent aux valeurs qu'on essaie de développer. Et je voudrais dire que pour nous, je vois que Vanessa est dans l'amphi là-haut, ces universités européennes, ça nous redonne de l'élan, je lui ai dit ce matin, dans une période difficile. Ce matin, moi, ma stratégie de spécialisation n'a pas payé, hein, vous avez vu, je n'ai pas été retenu sur les écoles universitaires de recherche, c'est très difficile. Et donc, pour nous, les universités européennes, c'est une vraie opportunité. On sent qu'on va pouvoir développer des citoyens, réellement des citoyens européens, et ça nous redonne de l'élan dans un contexte national parfois difficile. Voilà, je vous remercie. Est-ce que dans l'Assemblée, il y a des questions qui émergent? Moi, je peux peut-être. Pierre. Oui, peut-être pour l'un et l'autre, parce que ce n'est pas taille dépendant, en fait. On choisit des partenaires stratégiques, alors avec des opportunités, comme l'appel sur les universités européennes. Comment on fait, ou quelles sont les réponses différentes qu'on a
parce qu'il faut investir en moyens. C'est-à-dire, on ne va pas faire... c'est facile sur la recherche, je dirais, parce qu'on sait que si on met de l'argent pour faire des thèses ensemble, pour faire des mobilités, etc., tout va bien. Comment on arrive à cranter la partie enseignement derrière? Parce que c'est souvent une question, le partenariat part souvent de la recherche, notamment internationale, Europe. Encore en Europe, on a un certain nombre de choses où on arrive à faire, mais comment on fait ou comment on arrive à cranter plus formation et recherche? Sur quels moyens ou comment vous voyez les choses tous les deux? Déjà, il y a un petit souci quand même pour certains pays au moins. Je reprends l'exemple de Caltech parce que ça date d'hier. À Caltech, pour entrer, pour être accepté par les autorités à la fois nationales et académiques, il faut avoir un revenu de 40 000 $ par an. Donc ça, c'est quand même rédhibitoire pour beaucoup de nos étudiants, enfin pour pas dire tous, en tout cas en master. Bon, après, effectivement, au niveau de... Presque pour nos maîtres de conférences aussi. Quasi, oui. Non, mais là, il y a peut-être d'autres solutions. Voilà, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que la question du... Parce que tu poses deux questions, en fait. Tu poses comment on choisit, finalement, nos partenaires stratégiques, et est-ce qu'on le fait dans la complémentarité de la dimension formation, etc. Nous, on a choisi quelque chose, je ne sais pas si c'est bien, on s'est dit, bah voilà, on va sur chaque continent choisir un certain nombre d'universités. Et on l'a fait, c'est vrai, beaucoup quand même sur ce qu'on pourrait appeler la qualité globale de l'établissement en question. Ce qui n'est pas que la recherche, c'est aussi la formation. Je prends un exemple, on a sélectionné deux universités au Brésil, parce qu'on n'a pas pu en choisir une seule, qui était Porto Alegre et l'UNESP, et on sait pourquoi. Parce que ce sont des universités qui ont une dérivée de croissance, de progression, de qualité, mais ce n'est pas seulement en recherche. Après, sur la question de la formation, moi, il me semble qu'effectivement, il y a des pays où c'est très simple. Enfin, je veux dire, échanger avec Jacques ou avec l'Ontario ou le Québec, ça va être relativement simple. Voilà. Après, dans d'autres pays, enfin, avec les US, c'est très compliqué, sauf des accords très spécifiques où on peut effectivement se dispenser mutuellement des frais d'inscription. Et je crois qu'une des choses, en fait, c'est que peut-être il nous faut faire, comme finalement des projets de recherche, des vrais projets de formation partagés. Et qui ne soient pas seulement... au niveau du master, mais peut-être même undergraduate. Ça, c'est pas simple, mais c'est peut-être quand même une chose qu'il faut faire. Parce que, quand même, pour revenir sur le leitmotiv de Sylvie, moi, personnellement, je pense que la question de l'internationalisation dès la licence, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, nos universités, certes, il va y avoir 10 000 nouveaux étudiants à l'université de Grenoble, comme dans tous nos établissements, voilà. C'est un défi. En même temps, c'est aussi une richesse. Je veux dire, on n'est pas dans une situation où on peut sélectionner comme ça 500 nouveaux étudiants merveilleux, formidables. Donc, du coup, peut-être que l'internationalisation, il faut aussi l'adresser en licence, moi, je pense. Enfin, il me semble. Oui, je n'aurais pas une réponse très différente. Peut-être que je peux parler de l'université européenne où justement... alors, les circonstances sont un peu favorables parce vous avez vu, on est sur un sujet. On est sur un sujet qui est celui du développement durable dans une littorale qui circonscrit quand même les choses. La manière dont on est en train de penser ce lien dans le cadre de l'université européenne sur la dimension offre de formation qui se couple à la recherche, parce que l'approche est globale, c'est de s'appuyer sur cette logique du majeur-mineur et sur des principes de synchronisation des emplois du temps à l'international des différentes universités européennes et une modularisation concentrée dans le temps des unités d'enseignement qu'on va dispenser. Et donc, parce on veut coupler du distance learning et du physical learning. Et donc, par exemple, on est en train de se dire que les étudiants qui voudront suivre une mineure, je ne sais pas quoi, mineure métier du port, l'exemple que je prenais tout à l'heure, eh bien, auront, que ce soit à Klaipėda, à Valence en Espagne, à Zadar en Croatie, le vendredi après-midi, de consacrer cette question pour pouvoir suivre physiquement depuis, si le cours est donné à La Rochelle, pour les étudiants qui sont à La Rochelle, ce cours, et de manière synchrone en numérique via, alors là il faut qu'on investisse dans des salles immersives, via effectivement des dispositifs digitaux. Voilà, donc on pense que les clés, alors ça passe évidemment par partage de l'offre de formation et aussi par une réflexion en profondeur sur l'ingénierie pédagogique et sur les dispositifs numériques qui facilitent tout ça. Merci.
Oui, pour rebondir un petit peu sur la question de Pierre, là on vient de parler de formation et de recherche. Le troisième objet, c'est innovation. Vous n'avez pas tellement évoqué cette dimension-là, peut-être un petit peu sur le lien avec l'entreprise pour toi, mais voilà, j'aimerais bien que vous interveniez sur cette dimension-là aussi, de l'international, et comment les partenariats sur l'innovation. En fait, si on prend un exemple de ça, finalement, il n'y a pas aujourd'hui de très grands projets qu'on peut mettre en place. Je vais donner un exemple, l'Institut d'intelligence artificielle, par exemple. C'est un assez bon exemple parce que pour deux raisons. Un, ça s'est fait avec un financement du privé qui est important, et on voit bien que le développement de ces instituts est très lié à la dimension Valo au sens de la connexion avec l'entreprise et des projets portés ensemble. Et deux, évidemment, quand l'État a décidé de labelliser 4 instituts d'intelligence artificielle en France, il ne l'a pas fait pour que ces instituts soient franco-français. Il l'a fait pour qu'ils collaborent ensemble et qu'ils développent des relations. Donc c'est un assez bon exemple, je pense, de fait que... Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a utilisé juste avant la labellisation et surtout depuis, pour dire, voilà, c'est un secteur dans lequel nos relations internationales peuvent être favorisées par ça, et ils vont l'être effectivement en recherche, mais aussi en Valo. Alors après, il faut faire un petit peu attention, mais ça, c'est pas simple, c'est-à-dire que les intérêts stratégiques des entreprises qui sont dans ces consortiums, ils peuvent être très différents de ce que nous, on souhaite faire avec tel ou tel pays. Mais c'est évidemment une dimension importante. Peut-être aussi que, finalement... dans les projets qu'on porte, on peut systématiquement mettre cette dimension de Valo. Je pense qu'elle n'y était pas toujours, mais je pense qu'il faut essayer de le faire. Pour ce qui nous concerne, sur la dimension innovation, il y a les 2 volets de Campus Innov que j'évoquais tout à l'heure. Sur la partie formation, entrepreneuriat étudiant et relations avec les acteurs du monde socio-économique pour l'innovation étudiante, en fait, dans le cadre de EU Connexus, l'université européenne, on réfléchit à la création de challenges, une espèce de hackathon, internationaux entre des étudiants qui peuvent être soit des étudiants réunis en groupe français, soit des étudiants qui sont dans des groupes internationaux et interdisciplinaires pour répondre à des problématiques qui viennent des acteurs du monde socio-économique. Sur la dimension recherche, la question est un peu différente parce qu'on a une forte dépendance actuelle de nos environnements proches. En tout cas, à La Rochelle, on n'a pas un monde socio-économique particulièrement développé, beaucoup de tourisme. Il y a pas mal de développement autour de la croissance bleue aujourd'hui avec les biotechnologies. Et c'est aujourd'hui un peu compliqué d'internationaliser ces aspects-là, mais on verra. On verra avec la construction de ce qu'on est en train de faire si on peut faire en sorte que les développements d'innovation qu'on va faire à La Rochelle peuvent se déployer sur les marchés des territoires littoraux avec lesquels on est en partenariat. Juste peut-être une petite remarque, parce que on parle d'internationalisation, mais au fond, quand on le regarde de façon justement un peu stratégique, il y a différentes dimensions. Je vais donner un exemple. Au fond, c'est assez facile aujourd'hui de faire une espèce de cartographie de nos relations en termes de copublication avec différentes universités dans le monde. Mais ça ne peut pas et ne doit pas, et en fait, en pratique, ne résume pas notre stratégie de déploiement à l'international. Donc, pour revenir sur ce que dit Jean-Marc, je pense qu'il y a différentes couches. Par exemple, faire travailler ensemble des groupes d'étudiants de différentes universités sur des problématiques de type Sustainable Development Goals, pour faire simple, autour d'innovation. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire plus facilement avec Oxford, on s'en fiche en fait. Ce qui est important, c'est que ça ait du sens pour les 2 territoires connectés. Donc je pense qu'il faut accepter l'idée que c'est forcément un peu multifacette finalement ce type de coopération. Et ce qu'a montré Jean-Marc, moi que je trouve extrêmement intéressant, son université européenne, bon, je veux dire, c'est probablement pas quand même les endroits avec lesquels il y avait le plus de coopération en recherche. Et ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que c'est complémentaire. Par contre, ça pose une question, c'est quand même que le montant de financement qu'on va pouvoir donner à ces différentes initiatives n'est pas illimité. Donc il faut quand même, à un moment donné, arriver à trouver un équilibre. Il y a une question sur... alors peut-être juste avant de la poser, parce qu'il n'y en a qu'une pour l'instant, moi je voulais
avoir un complément de ce que tu viens de dire et ce que Pierre vient de dire. Pierre a dit recherche c'est facile, en formation, comment au niveau top-down. Or, le sens, c'est le rôle du président de l'équipe. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de facilité bottom-up au niveau de la recherche, c'est-à-dire que la coopération internationale au niveau de la recherche se fait bottom-up. Je ne dis pas que quand on va, nous, présidents, voir les universités, on ne regarde pas les champs, les grands champs visibles et tout pour l'avoir déployé et justement un petit peu cette cohérence stratégique, mais tu as dit sur la complémentarité. Et moi, chaque fois que je discute avec des universités pour faire du top-down et donc de jouer sur le rôle, ce qui vient à développer d'abord, c'est quand même la formation. Et en fait, on s'aperçoit que pour avoir des choses concrètes, parce qu'aujourd'hui, on ne signe plus des mots, on dit toujours, et quand tu te trouves avec un président n'importe où, on te dit tout de suite, oui, bon, alors sur quoi? On va sélectionner 1 ou 2 axes pour qu'on reparte avec du concret et tout. On est vraiment dans cette démarche aujourd'hui. Et on s'aperçoit que pour développer les axes de collaboration de formation, du type double diplôme, échange, etc., à côté, on monte un colloque, on essaye de mobiliser les professeurs et les enseignants-chercheurs sur leur secteur de recherche, parce que ça ne sera durable dans le temps que si ensuite on a un ancrage de recherche. Et ça, c'est la boucle des recherches-formations qu'on a ressentie. Et du coup, sur le côté formation et cette boucle où on voit, moi, je pense qu'il y a un gros rôle, et on en a beaucoup entendu parler hier, c'est le top-down, président, équipe, etc., mais c'est l'assise sur les composantes et le rôle sur les composantes. En particulier, on se dit formation, mais les IUT, aujourd'hui, ont des politiques d'internationalisation. Or, il n'y a pas un volet recherche, normalement, très fort en IUT. Donc, c'est vrai que comment appuyer notre politique et notre développement politique de présidence, équipe présidence, organisation avec les composantes, quel niveau d'autonomie, d'appui, etc. Je ne sais pas s'il y a. Et ma deuxième point, c'est sur l'innovation dont vous avez parlé. Aujourd'hui, quand on voit sur l'innovation, le campus innovation et tout, c'est un point. Et on se retrouve avec, quand on visite les entreprises, ils invitent les grandes entreprises qui sont internationaux. Et ces grandes entreprises internationaux sont très intéressées pour les collaborations entre universités internationales dans le rôle de porter sur la professionnalisation. Et un des points où je m'aperçois depuis, c'est que nous, on parle, tu l'as beaucoup dit, moi j'essaye de me corriger, on dit avec le monde socio-économique, mais on fait partie du monde socio-économique, on est un acteur, on devrait dire qu'on fait avec nos partenaires du monde socio-économique, et du coup, quand on voit les universités aujourd'hui, moi je me suis baladée pas mal, et ben le truc nouveau, je trouve, c'est qu'ils mettent les acteurs du monde socio-économique autour de la table avec nous pour justement développer en parallèle l'innovation et comment avoir des formations professionnalisantes. Et ces deux secteurs, c'est quelque chose, agir avec les composantes et demander que quand on se déplace, il y a aussi les acteurs du monde socio-économique et de voir les problématiques économiques. Je ne sais pas comment... Sur la question des composantes, oui, bien sûr, tu as raison. En fait, nous, de toute façon, ce qu'on doit essayer de faire, c'est de soutenir les composantes dans leurs initiatives à l'international. Après, je pense qu'il y a une des choses qu'a dit Jean-Marc et qui est intéressante, c'est évidemment ça s'applique forcément parce qu'il n'y a pas d'autre choix aux universités européennes, c'est le fait de développer des techniques finalement d'enseignement à distance. Bon, on l'a fait beaucoup pour des tas de situations, les étudiants sportifs de haut niveau, le handicap, et on voit bien que finalement, et c'est une des choses finalement qui a conduit à l'appel d'offres université européenne, c'est qu'on voit bien qu'Erasmus en tant que tel n'est pas suffisant parce qu'il sélectionne un certain nombre d'étudiants très particuliers, etc. Donc du coup, ça c'est probablement aussi une forme de réponse, c'est-à-dire de dire aux composantes, nous on est en soutien de vos initiatives, parce que c'est important, et on peut le faire avec des moyens financiers, mais aussi des techniques pédagogiques qu'on met au service de l'ensemble. Après, sur les partenaires socio-économiques, moi je suis d'accord avec toi. De toute façon, aujourd'hui, en fait, je pense que une des vraies questions qu'on doit se poser, c'est comment on est ou pas suffisamment soutenu par les territoires dans lesquels on est de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a une véritable valeur économique, elle est absolument réelle, elle est tout à fait claire. Après, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement que parfois c'est plus facile à mettre en évidence chez les autres. Donc d'une certaine façon, dans l'internationalisation, ça peut aussi avoir valeur d'exemple, oui, c'est sûr. Un mot sur les composantes. Il y a un sujet que j'ai pas eu l'occasion d'aborder. On a, dans le cadre de non, on recrée de nouveaux objets, mais par contre, on repense la gouvernance avec des structures de gouvernance qui sont totalement alignées, des référents internationaux qui vont pouvoir travailler de pair à pair, et donc partager à la fois avec nous
une vision descendante qui est celle de la politique d'internationalisation que l'on porte et la croiser avec les ambitions ascendantes qui émergent de la communauté. Et donc toute la question, ça sera de trouver justement les clés de cette alchimie entre le top-down et le bottom-up pour faire en sorte que ça réussisse, quoi. Voilà. Et après, sur l'international et les acteurs socio-économiques, je souscris à ce que vous disiez. Et puis, ce que je voudrais juste dire, c'est que quand on va à l'international, en tout cas, c'est mon cas, les acteurs socio-économiques dont on fait partie, acceptent avec bien volontiers de venir avec nous à l'étranger pour tisser, élargir leur marché, développer, coopérer avec les... C'est sans doute un peu nouveau, surtout que ce soit notre initiative qui est un peu nouveau. Et hier, Antoine parlait des UMI, tu en as parlé tout à l'heure, et il a insisté sur le fait que les UMI étaient montés avec la vision partenaire industrielle et socio-économique des pays, il l'a dit, et je pense qu'on aura gagné au niveau des universités le jour où Antoine ne dira plus, et ce qui nous manque au CNRS, c'est la formation, donc on vient chercher les universités pour la formation, entre parenthèses. Je lui ai dit... Oui, mais ça, c'est une question assez intéressante. On a un exemple de ça. Je montrais tout à l'heure rapidement l'exemple de Tsukuba au Japon, qui est un de nos partenaires importants. On est en train de créer une 3e unité mixte internationale. La 3e unité mixte internationale, pour l'instant, elle se fait sans le CNRS. Bien sûr que le CNRS y sera, mais je veux dire, on n'a pas forcément besoin du CNRS pour faire ça. Et si le CNRS vient après, tant mieux, c'est super. Donc il y a une question, c'est pour Jean-Marc. La Rochelle va-t-elle faire évoluer, voire abandonner ses partenariats autres que ceux de l'université européenne ? La réponse est bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est ce qu'on disait juste avant sur la question du top-down versus le bottom-up. Le top-down va contribuer à travailler sur les partenaires un peu privilégiés, les mêmes que ceux qu'évoquait Patrick. Et le bottom-up va continuer à exister parce qu'il ne faut pas altérer, freiner les initiatives sur des échanges d'étudiants ou des partenariats scientifiques. Le partenariat scientifique, il n'a pas de frontières. Donc il n'y a aucune raison qu'on contraigne nos chercheurs sur ces questions-là. Et tu en as une autre, toujours sur l'université européenne qui suit, elle vient d'être affichée. Y a-t-il des industriels, des acteurs du monde socio-économique associés aux universités européennes, par exemple dans celles coordonnées par La Rochelle ? Oui, bien sûr. Dans la construction du projet, on s'est fait soutenir par un certain nombre d'acteurs du monde socio-économique. Donc, dans le cadre du projet qu'on a à La Rochelle, on a la transition énergétique, il y a un grand sujet, la réhabilitation thermique des bâtiments. L'énergéticien Engie nous suit, par exemple. Les acteurs territoriaux de la croissance bleue nous suivent également. Les secteurs département développement éco des collectivités nous suivent. Donc il y a vraiment une adhésion forte parce que dans le cadre de l'université européenne en particulier, c'est une opportunité pour ces acteurs du monde socio-économique d'étendre leur marché. Vous savez que l'Europe, elle est traduite aujourd'hui par une monnaie commune, mais en termes de marché, d'accès aux marchés internationaux, ce n'est pas véritablement le cas. Et donc le fait de pouvoir trouver des territoires sur lesquels ils peuvent développer leurs innovations et être en partenariat avec des acteurs étrangers est un élément très facilitant. Donc ils viennent avec grand plaisir. Les raisons de l'internationalisation sont multiples, on le voit depuis hier. C'est évidemment le rayonnement de nos établissements dans une compétition qui est nationale et internationale. Ce sont des enjeux économiques, des enjeux de ressources dans certains cas, disons globalement. Mais il y a aussi, et ça évidemment et heureusement, et c'est très intéressant, c'est ce que je voulais faire ressortir, transpirer dans les échanges depuis hier, il y a des enjeux de société, c'est-à-dire il y a une certaine idée du progrès social, qui est derrière le projet international, d'internationalisation des universités. Je pense que c'est important aussi de le dire, puisque évidemment les considérations économiques sont très prégnantes. On a touché les enjeux géopolitiques en disant de quelle manière nous étions percutés par eux. Mais je crois qu'il est aussi important de se dire, c'est vraiment important en tant que valeur et ciment de nos actions communes, de nous dire que nous avons aussi un poids géopolitique, au sens où ce que nous portons, nous voulons porter en termes d'internationalisation, c'est pas simplement une vague qui nous emporte et qui nous emmène et nous sommes amenés à faire de la géopolitique comme M. Jourdain, sans nous en rendre compte, mais tout en faisant et en fonction de ce que nos États souhaitent. Mais il me semble, c'est un discours un peu cosmopolitique, pardon, mais c'est quand même aussi important, c'est l'universalité du savoir qui nous porte et qui nous amène aussi à développer ces dimensions internationales. Donc tout ce qu'on a pu se dire aussi autour du multiculturel, de l'interculturel,
tout ce qui peut relever de l'enrichissement par l'exposition à l'autre et la capacité à l'accueillir et ainsi de suite, bon, je crois que ça fait aussi partie des paramètres, en quelque sorte, de ces réflexions que nous avons, qui ne sont pas du tout incompatibles ou en alternative à tous les autres enjeux. Tout ça, mais c'est simplement cette couche-là, cette dimension qui était bien là, mais que je me permets de faire affleurer aussi, parce que ça me paraît important. Peut-être un commentaire là-dessus. Je pense que tu as tout à fait raison de faire ça, et pour au moins, de cette façon peut-être ajuster notre discours, en tout cas le mien. Je pense que partenaires stratégiques, par exemple, on a des partenaires stratégiques en Bolivie, en Équateur, et heureusement, parce que en fait, on a à partager, à apprendre et à faire ensemble un certain nombre de choses qui sont des grands objectifs de l'université, notamment sur les questions environnementales, etc., qu'on ne va pas traiter de la même façon, mais qui seront extrêmement riches. Et par ailleurs, l'autre chose, c'est que peut-être quand même un message aussi d'espoir, parce que j'entendais ce matin que c'est compliqué, et c'est vrai que ça l'est, parce que pour être attractif, pour avoir des étudiants, etc., mais mon impression, par exemple, en revenant de Californie, c'est que, les étudiants français, par exemple, ils sont extrêmement recherchés, parce qu'ils ont quand même un enseignement, une qualité, et qu'ils apportent quelque chose, y compris sur le plan de la dimension, justement, culturelle. Et deux, les valeurs qu'on porte, moi, je reste persuadé que dans la complexité du monde, ce sont des valeurs assez fondamentales. Et que, de temps en temps, on est mis en échec, évidemment, on le sait bien, y compris d'ailleurs parfois en interne, mais en fait elles sont porteuses et elles sont importantes, y compris vu de l'international. Aujourd'hui, même une université aussi élitiste que Caltech, elle voit la qualité d'une université française comme un atout, notamment en termes d'ouverture. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit trop non plus, en difficulté sur notre identité. Elle est multiple, mais elle est riche aussi. Merci d'avoir dit ces quelques mots, Jean-François. Pour ce qui concerne La Rochelle, l'ascenseur social, ça fait partie des valeurs intrinsèques de l'université. Elle a été créée pour ça. Et donc, évidemment, tout ce que l'on fait, qui s'intègre dans le cadre de contraintes socio-économiques, de géopolitique, évidemment, reste, ça fait partie des gènes de l'université, en appui sur ces questions d'ascenseur social au plan national et international. Je n'ai pas cité tous les partenariats indonésiens et autres, l'exemple de ce que vous prenez, Patrick, sur l'Amérique du Sud. Voilà, on a le parallèle en termes de valeurs, quoi. Bon, on va clore évidemment cette journée parce que on doit déjeuner après. Et puis il y a cet après-midi quand même un workshop qui peut être intéressant pour un certain nombre d'entre vous. Juste un point que je voulais dire. L'organisation de cette université d'été sur le thème de l'internationalisation est probablement due au fait que cette année, nous avons une actualité assez riche sur la question des droits d'inscription des étudiants extracommunautaires. Ce qui m'a frappé dans les interventions, en particulier des collègues extérieurs, c'est qu'ils ont beaucoup parlé de comment avoir des étudiants étrangers, comment valoriser financièrement ou d'une autre manière. Et c'est un sujet que l'on a peu abordé entre nous. On l'évite de manière... pour telle ou telle raison. C'est probablement pour moi la politique de l'autruche. Nous avons pu, cette année, en nous appuyant sur des réglementations, des situations locales, gérer la situation en la reportant. Il est bien clair que d'ici, selon les établissements, 1 an, 2 ans, nous sommes des institutions publiques qui appliquons la loi. Nous serons dans l'obligation de faire des choses. Il est clair que si nous les faisons en démarrant à ce moment-là le processus, nous allons être dans une situation impossible à gérer. En gros, ce n'est pas les nouveaux qui tombent sur le nouveau régime, mais ceux qui sont... Il y a une injustice globale. Donc il y a une vraie question pour anticiper ce que nous aurons à faire dans 1 an, dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Et il y a un vrai sujet aussi sur la question de ces droits d'inscription des étudiants extracommunautaires, parce que d'une manière ou d'une autre, il est lié au modèle économique des universités françaises. Et donc, c'est une question pas évidente, qui a des répercussions lourdes, mais je répète, ce n'est pas en faisant la politique de l'autruche que l'on résoudra les questions. La méthode Coué étant une méthode peu efficace. Donc,
il nous faut absolument nous emparer de ce sujet et que cette année, nous essayons d'avancer pour avoir des idées. Il s'agit des universités françaises et non pas de l'université française, c'est-à-dire nous aurons des positionnements certainement différents. Je disais à Jacques, qui me parlait hier de l'histoire de l'Arabie saoudite, etc., quoi que l'on dise, ce qui s'est passé au Canada peut être précurseur de ce qui se passera chez nous dans 10 ans. Donc, il nous faut absolument avoir ce débat, cette réflexion et ce positionnement. La pire des situations, c'est de laisser les choses et de dire demain on verra. Si demain on voit, ça sera catastrophique à mon sens pour un certain nombre d'établissements. Donc, cette année, nous devons nous emparer de ce sujet. Accessoirement, par rapport aux discussions qui ont eu lieu ces temps-ci, en particulier dans le cadre des textes qui sont sortis, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant qui rejoint aussi les thèmes de l'université d'été. C'est que dans le cadre des accords entre universités françaises et universités étrangères, nous pouvons établir des exonérations de fait basées sur une politique et une visibilité. Je crois que c'est un instrument très intéressant qui peut permettre justement d'avoir une stratégie à l'international ciblée sur des établissements permettant de travailler au niveau licence, permettant de travailler sur des mobilités entrantes, sortantes, enseignants, chercheurs, étudiants, personnel administratif et technique, et en ayant une stratégie avec ce type d'université. Nous avons la problématique des doctorants, dont on dit ça baisse, etc. Mais si on arrive à structurer, avec des partenaires identifiés, une politique qui s'inscrit dans du moyen terme ou du long terme, je pense que nous pouvons sortir par le haut sur cette histoire de droit d'inscription des étudiants extracommunautaires, sachant que nous ne réglerons pas pour autant la question du modèle économique des universités françaises. Voilà ce que je voulais vous dire et je passe la parole à notre cher président pour clore cette journée. Okay, bon, merci. Donc d'abord... Bon, pour conclure, rassurez-vous, je vais être très rapide. Donc déjà, je voudrais remercier Jean-François pour sa dernière intervention. Il y en a deux interventions. Il y en a une qui nous a fait un peu reprendre un peu de recul par rapport à nos discussions de ces 2 jours. Et donc, merci à Jean-François d'avoir pris le temps. Et puis, il y a Mohamed qui nous a ramené vers le concret et la réalisation de tous les jours. Et c'est ça la force de la CPU, c'est la complémentarité, c'est la capacité à chacun à amener notre petite pierre et à nourrir le débat. Donc, merci à vous deux d'avoir donné une première conclusion. Deuxième point que je voulais évoquer déjà, c'était de remercier l'ensemble des intervenants. Alors, certains sont déjà partis. On a eu quand même, je trouve, dans cette journée et demie de travail très dense, quand même des interventions de très haut niveau. Bon, chaque année, on a l'impression que c'est toujours mieux, mais je pense que vraiment, là, on n'a pas eu de moment de creux. Donc, merci vraiment aux intervenants. On a eu vraiment une palette d'interventions très intéressante. Merci aux animateurs, des fois, qui étaient un peu être pris au pied levé et qui ont dû intervenir. Merci aussi aux organisateurs. Je les ai remerciés dans mon discours introductif et en particulier à ceux qui ont construit le programme, puisqu'ils nous ont permis, il me semble, de balayer l'ensemble des thématiques importantes en matière d'international et d'appréhender la complexité de ce sujet-là. On a parlé de mobilité entrante, de mobilité sortante, d'Europe, d'université européenne, de stratégie d'établissement, de politique nationale. Toutes ces choses-là font que ces objets sont très, très complexes. Ce que j'ai retenu, c'est que en fait, c'était très difficile de construire une politique internationale qui n'avait pas de modèle unique. On l'a vu, notamment par les exemples qu'on a vus ce matin, à la fois à l'international et au national. Que le thème qu'on a régulièrement de la différenciation qui revient, qui a été évoqué tout à l'heure par Denis, est vraiment un thème central pour nos établissements et qu'on le retrouve aussi dans l'international comme dans les autres domaines. Et puis, peut-être aussi dans les discussions qu'on a eues tout à l'heure, c'est que l'international, c'est pas un domaine à part. Tout ça, c'est intriqué, c'est un continuum c'est une continuité de territoire, le territoire métropolitain, le territoire de la région, la nation,
région et puis le monde. Et en fait, les universités sont au cœur de ces différentes dimensions de territoire et que tout ça ne peut pas être se penser de façon indépendante. Pour poursuivre, alors tu l'as évoqué cet après-midi, on a une séquence sur les universités européennes, donc vous êtes bien sûr tous invités à rester. Rebondir sur l'intervention de Patrick sur l'EUA. Il faut être présent à l'EUA. Learning and Teaching, c'est vraiment très intéressant. Mon université a participé cette année. Il y a des groupes de travail qui se font à l'international, où c'est en petite communauté, notamment sur la formation. Je vous invite vraiment à postuler à ces groupes. Enfin, moi, les gens qui y ont été, ils ont trouvé que c'était super. Ça permet de faire évoluer en matière de formation, donc n'hésitez pas à le faire. Le prochain rendez-vous Learning and Teaching, c'est le 13 et 14 février à Utrecht. Et donc, inscrivez-vous et n'hésitez pas à vous engager. Il y a plein d'autres événements de l'EUA. C'est, à mon avis, une opportunité importante pour continuer à réfléchir sur ces sujets-là. Je voudrais aussi revenir sur le discours de la ministre d'hier, 2 minutes. Il y a 2 sujets très importants et 3 personnes qui sont aujourd'hui à la tribune ne me contrediront pas. C'est la question de la LPPR. On va avoir du boulot. Il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on soutienne. Il faut qu'on soit vraiment acteur de cette LPPR pour que les universités soient vraiment reconnues comme des acteurs de la recherche. Je sais que un certain nombre de personnes ici présentes ont œuvré pour cela. Le deuxième point, c'est le dialogue de gestion et la déconcentration qui a été évoqué aussi par la ministre à la fin de son discours. Je pense que là aussi, il faut vraiment qu'on travaille au-delà des questions sur les étudiants extracommunautaires pour revenir à du concret. Donc on a du boulot pour les mois à venir. Pour finir, encore merci à Alain. Est-ce qu'il est là? Non, on va faire une photo. Oui, il est là, mince, on ne va pas faire de photo alors. Donc merci à Alain et à son université, à tous les personnels de l'université qui nous ont accueillis vraiment avec une grande qualité ici à Versailles, mais UVSQ c'est aussi Saint-Quentin. Merci aussi à la mairie de Versailles qui nous a très bien accueillis hier soir. Donc je pense que des échos que j'ai eus, que c'était plutôt une réussite de délocaliser l'université d'été dans un lieu un peu différent de celui qu'on a l'habitude de fréquenter dans Paris, qui est aussi très agréable et qui a l'avantage d'être climatisé, même si c'est pas son seul avantage. Donc moi je propose qu'on remette cette idée de délocalisation, mais alors il y a Jacques qui nous a soumis une idée de délocaliser ça à Ottawa dans une prochaine idée, mais je suis sûr également que Anne sera heureuse de nous accueillir à Magdebourg ou à Stendhal et de nous livrer une partie de ces prairies verdoyantes pour que nous puissions avoir une nouvelle photo de groupe. Donc voilà, donc on va réfléchir à tout ça, mais je pense que l'idée de la délocalisation de l'université d'été dans cette période, peut-être que pour certains ça leur permettra d'arriver à l'heure. Et puis dernier, donc là c'est plus technique, donc les conclusions du colloque pour certains vous ont été distribuées, n'hésitez pas à les prendre, ils sont à la sortie. Merci à toutes et à tous pour votre participation.